En voiture, Simone. Excusez voisin, mais on n'emploie plus cette expression depuis bien longtemps. Sauf que ma femme s'appelle vraiment Simone. Ah, autant pour moi alors, et désolé pour votre femme. Starter, 20h30, 21h sur Indestar. Excellente soirée à l'écoute d'Indestar, www.indestar.fr, le podcast de l'émission disponible quand vous le voulez, hein. Il vous suffit d'aller sur le site internet ou sur les différentes plateformes, Spotify, Deezer ou les autres plateformes internet. On en a tellement qu'on ne sait plus quoi dire. Dans Starter, ce soir, on y parle moteur, bien sûr, et on va s'attarder sur une marque qui a fait les beaux jours et qui fait d'ailleurs toujours les beaux jours de la France, c'est Citroën. Qu'est-ce que ça t'inspire, Citroën, pour toi, Jolan ? La ZX ? Ah ouais, d'accord. Pourtant, le modèle qui t'a marqué, c'est la ZX. Ouais. D'accord, ok. Rappelle-moi ton âge ? Bah 24. 94 ans, tu as ? Non, non mais c'est une voiture. Non, mais c'est une très bonne voiture. Bon, en tous les cas, cette Pourquoi année. Non, j'ai pas de cotique. Cette année, on fête les 100 ans de Citroën. Alors, on s'est dit que ça serait bien de retracer un petit peu les grandes dates, hein, de cette aventure française à l'aube de cette possible fusion avec FCA, hein, dont je vous ai parlé la semaine dernière. C'est pas encore fait, il n'y a rien acté, mais ça pourrait se faire. Citroën qui était à un moment le plus grand constructeur européen et sûrement aussi le constructeur avec les idées les plus novatrices. Ouais. Alors pas avec la ZX pour le coup. Non, pour le coup, non. Mais bon, il a eu voilà, tout ce courage de produire ça en série, donc il y a eu cette période de gloire. Alors si on remonte un petit peu au départ, en 1919, hein, donc il y a 100 ans tout rond, le fondateur André Citroën lance la marque et le premier modèle qui était la Type A, qui n'avait rien d'exceptionnel, hein, c'était un cabriolet 4 places qui ressemblait aux autres et qui pouvait rouler jusqu'à 65 km/h, mais qui a séduit avec déjà 10 000 ventes la première année. Donc pour un lancement de marque, c'est déjà pas mal. Là où Citroën va se démarquer vraiment jusqu'à la guerre, c'est sur la communication. En 1922 par exemple, il y a un avion qui écrit dans le ciel, le tout premier mot dans le ciel qui était écrit, c'était Citroën. C'était pour le salon de l'auto, hein, à l'époque, et voilà, écrit Citroën dans le ciel, c'est la classe. En 25, c'est la Tour Eiffel qui s'illumine en Citroën, alors, pendant plusieurs années en plus, hein. Donc tu voyais Paris et la Tour Eiffel la nuit et t'avais le mot Citroën qui s'écrivait dessus, donc c'était cool. Et puis je sais pas si on peut parler de compétition, mais ils comprennent que pour vendre des voitures de série, bah c'est plutôt cool de réaliser ce qu'on appelle des événements extrêmes, tu vois. C'est le but par exemple de la traversée du Sahara, de la croisière noire, de la croisière jaune, qui démontre en fait qu'une Citroën ça peut faire le tour du monde. Bon, même si dans ces cas-là, les Citroën c'était des Citroën à chenilles, hein, donc pas des voitures de série. Mais bon, en tous les cas, voilà. Comme quoi la marque peut traverser le monde, peut faire des choses extrêmes, et une Citroën ça tombe jamais en panne, c'était l'idée que ça voulait faire transparaître. La première innovation, ça arrive en 1924 avec un brevet américain qu'ils vont utiliser pour la première fois sur une voiture de série, c'est la carrosserie tout en acier. Parce qu'avant, dans les premières voitures, hein, dans des années 1900, tu avais ton châssis en bois, hein, ton châssis échelle en bois. C'est marrant parce que tous les prototypes viennent d'Amérique, j'ai l'impression. Ils sont repris des États-Unis. Ces brevets-là, alors là pour le coup c'est un brevet qui est repris à Chrysler et qui va être utilisé par Citroën, mais parce que... Je faisais référence à l'espace néanmoins, tu vois. À l'espace, ah oui, avec Chrysler aussi, ouais. Oui, il y avait cette idée du van, voilà. Bon, après Citroën, tu vas voir qu'ils vont innover pas mal avec leur propre marque, hein. Mais là, disons que Chrysler avait pas eu les coronesses, tu vois, de produire une voiture tout acier. Ils restaient sur ce châssis échelle en bois, mais cela dit, ils avaient déposé ce brevet qu'ils ont vendu à Citroën, et Citroën a été les premiers. Viens Antoine vient d'arriver dans les studios. Antoine vient d'arriver dans les studios. Installe-toi Antoine, avec plaisir. Deuxième innovation, et là 100% Citroën, on y vient cette fois, c'est le principe de ce qu'on appelle les silence blocks, qui nous paraissent tellement banals aujourd'hui. Donc en fait le silence block c'est le fait de mettre un bout de caoutchouc entre le moteur et le châssis pour pas que les vibrations du moteur te secouent le dos et se répercutent justement sur le châssis et toute la carrosserie. Bah ça c'est ce que Citroën appelait à l'époque le moteur flottant, que tout le monde va utiliser par la suite, et ça a été les premiers à utiliser, et ça a été ceux qui ont inventé ce concept de c'est moteur les premiers à flottant. avoir inventé le concept. Exactement. D'accord. Voilà. Un an avant la mort d'André Citroën en 1935, Michelin devient actionnaire principal de la société. Donc voilà, les finances de Citroën vont mal, donc Michelin reprend un petit peu toutes les actions de Citroën, et c'est aussi en 1934 l'année que sort la traction. D'accord. La traction avant, que vous connaissez forcément si vous aimez un petit peu les anciennes. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, stylistiquement, une traction avant, ça fait un petit peu vieille voiture, ce qui est normal. Mais en vrai, elle est tellement moderne, technologiquement parlant, cette voiture à l'époque. C'est une traction avant.
Vous vous rappelez la semaine dernière quand on a parlé de la 4L, on disait que c'était la première traction avant chez Oui. Renault, on était en 61, là on est dans les années 30, première traction avant chez Citroën, en 34, carrosserie monocoque tout acier, comme les voitures de maintenant finalement, roues indépendantes, freins hydrauliques, moteur flottant, en vrai on a le top de la technologie. Ouais, là, c'était vraiment, Et si tu mets une traction aujourd'hui dans le paysage automobile moderne, outre son look, tu as quelque chose qui est finalement pas si ancien que ça. Donc André Citroën meurt, Pierre Boulanger devient le PDG, il lance la première voiture diesel en 1936. Ah c'est pareil, on est en 1936, première voiture diesel. Et il lance aussi le projet d'étude de celle qui deviendra la 2 chevaux, voiture ô combien révolutionnaire de l'après-guerre, déjà par ses innovations, mais surtout parce qu'elle va permettre à la France, à toute la France, de s'acheter une voiture, quitte à rouler à 60 km/h en max et puis de devoir balayer les essuie-glaces à la main. D'ailleurs, on vous laisserait écouter le tout premier podcast de Starter qu'on avait fait en septembre sur la 2 chevaux. Vous allez voir, vous allez le retrouver facilement, c'est le tout premier, si vous voulez en savoir plus sur la 2 chevaux. Avec la guerre, bon, la 2 chevaux va tarder un petit peu à être lancée, elle sera lancée qu'en 1948. Un an après le type H. Alors tu m'en parlais tout à l'heure du type H, Jolan, enfin si c'est bien de celui-là que tu me parlais, le fourgon Citroën qui a marqué des années 70 jusque dans les années 80, c'est encore le fourgon qu'avait votre boucher il y a 15 ans. Lui aussi il était très en avance, cabine avancée, moteur avant, traction avant, etc. On était sur quelque chose qui à l'époque était vachement moderne. En 55, 5 ans après la mort de Pierre Boulanger, sort celle qui reste pour moi la voiture la plus novatrice de tous les temps ever. C'est Antoine. En 55, la sortie de la DS. Merci Antoine. La DS, bon peut-être qu'elle était un peu trop en avance d'ailleurs sur son temps parce que finalement à l'époque aucun garage n'avait finalement la notice pour réparer la DS quand elle tombait en panne, notamment sur la suspension hydropneumatique dont on vous a expliqué un petit peu le principe dans l'émission du 14 octobre, là aussi à réécouter si vous n'avez pas suivi. C'était vraiment une véritable révolution où tu as l'impression de rouler en tapis volant avec des sièges avec un confort royal. D'ailleurs pour l'anecdote, il y a 2 ou 3 ans de ça, dans un salon auto, il y avait des ingénieurs Citroën qui étaient tout fiers finalement de présenter un concept car avec des sièges qui étaient aussi confortables que ceux de la DS. Et là tu te poses la question quand même, tu dis la DS, ouais ok, elle est sortie en 55 et là genre en 2015 ils te sortent un concept en disant on a reproduit sur un concept car des sièges aussi confortables que la DS. Ouais c'est bien les gars, vous avez bien avancé. C'est pas de la critique mais bon. Ils sont restés un peu à la même époque. Ouais tu te dis ça veut dire qu'est-ce que vous avez fait entre les deux. Qu'est-ce qui s'est passé. Non en vrai la DS elle est ouf, il y a Charles de Gaulle, président de la République, on a fait sa voiture, donc celle de la France. C'est celle d'ailleurs qu'il sauva en 62 lors de l'attentat du Petit Clamart où les pneus avaient explosé et la voiture a continué de rouler parce que suspension hydraulique. Donc voilà, ça c'est ça qui l'a sauvé. Autre innovation aussi sur la phase 2 de la DS, c'est la première voiture au monde à pouvoir avoir une injection électronique. Ça s'est démocratisé que la fin des années 80. Donc tu vois, c'est pareil, on est là, on est ils ont dans quand les même, années 60. même si on dit qu'ils sont restés un peu immobiles dans le temps par rapport au siège, ils ont quand même un peu évolué en parlant de moteur, ils ont quand même vachement évolué. Oui, non, mais si on d'autres aspects, non, mais c'est pour prouver quand même le caractère innovant de la DS à l'époque. C'est que tu vois, là on est en 67, les injecteurs, l'injection électronique sur une DS, ça je te dis, ça s'est démocratisé dans les années 80. Donc elle avait encore 20 ans d'avance, tu vois, cette voiture. Et puis il y avait les phares aussi, les phares tournant avec la route. Aujourd'hui, c'est pareil, tu commences à avoir des systèmes électroniques, on en a parlé l'autre fois sur la Golf, etc., qui reprennent un petit peu ce principe. Mais on se demande ce qu'a fait cette technologie, tu vois, en 30 ou 40 ans, parce que c'était quand même super pratique, tu vois, tu tournais le volant, les phares tournaient avec, c'était un principe mécanique pour le coup, mais ça te permettait de voir toujours la route, c'était quand même super bien. Et on se demande pourquoi il n'y a aucune voiture qui, entre 1960 et 2015, a repris ce principe-là. C'est bizarre. Bah ouais, je sais pas, j'ai du mal à comprendre. Il y en a sur certains concepts, par exemple les Mercedes et les Audi, ils l'ont. C'est des concepts, mais maintenant, ils commencent avec l'électronique, ils commencent à avoir des systèmes qui sont technologiquement encore plus aboutis, mais ça commence à se refaire. Mais pourquoi ce principe mécanique entre les années 60 et les années 2010 ? Pourquoi aucune Citroën ou autre voiture n'a repris le concept ? Je ne sais pas. Voilà. Dans les années 70, ils sont un petit peu calmés sur les innovations, mais ils ont quand même assuré, avec par exemple la sortie de la SM, donc coupé, sportif, moteur Maserati, pas très fiable, mais bon, la voiture était top. Maserati, pas très fiable. Ouais, les moteurs Maserati, fallait les régler, c'était chaud quand même. Ah ouais ? Ouais. Mais bon, c'était un super moteur, c'était
c'était un très beau moteur, c'était pas fiable. mais pas fiable. Il y avait la direction d'e-Ravi aussi, qui est direction assistée avec un rappel en fait qui revient tout seul au point milieu. Un peu déroutant au début, mais en fait finalement très pratique. Ça a été utilisé après sur d'autres moteurs, dans la GS par exemple, dont on va reparler dans le garage tout à l'heure, qui est sorti en 1971 et qui a été élue voiture de l'année 1971. En 74, il y a la CX qui sort, qui va remplacer la DS, qui elle aussi va être voiture de l'année en 74. C'est mérité parce que c'est une voiture qui est très belle extérieurement, qui a un intérieur vachement futuriste avec le fameux cendrier là sur les premiers modèles qui est au centre de la planche de bord, qui est totalement, tu te dis mais qu'est-ce qu'il fait là, tu sais, c'est un objet vraiment déco des années 70 et c'est top. T'as les compteurs aussi pèse-personne parce que en fait t'as l'affichage de la vitesse qui est tourné comme l'indication de ta prise de poids après les fêtes de Noël, tu vois, quand tu montes sur ta vieille balance t'as le truc qui tourne et voilà, c'était compteur pèse-personne. 74 c'est aussi le rapprochement avec Peugeot. Voilà. Et ça va malheureusement très vite se sentir alors avec la LN en 67 qui sera la copie de la Peugeot 104, la LNA en 78. Bon, en même temps c'est vrai que la dernière vraie Citroën, on va dire, c'est la Citroën Visa. Bon, d'un point de vue stylistique, on est quand même loin de la classe de la DS. Je sais pas si tu vois à quoi ça ressemble une Visa, Antoine aussi. Je vois très bien à quoi ça ressemble. Bon, il y a des pour et des contre, mais bon, franchement, on peut pas dire que ça soit un canon de beauté non plus. Je suis pas fan, moi perso. Cela dit, la Visa, c'est quand même la première voiture à allumage électronique. Et ça, c'est pareil, ça s'est démocratisé que 10 ans plus tard. Ce qui signe la fin du starter. Sniff. c'est la fin de notre émission. Non, pas encore. La Visa, c'est aussi la base du C15 que l'on voit encore dans les vignes ou les champs près de chez nous, dans la campagne. Ça se fait encore. Enfin, ça se fait encore, non, c'est plus produit, mais il y en a encore sur les routes. Et puis dans les années 80, il y a Plastique et Ligne Carrée qui arrive, avec notamment la BX qui est dessinée par Burton. Alors ils avaient dessiné chez Burton un coupé dans le même style pour Volvo à l'époque, et Volvo ils l'ont refusé. Pourquoi ? Parce qu'ils, je sais pas, ils trouvaient ça nul. Donc du coup chez Burton ils se sont dit c'est pas grave, on va aller voir Citroën. On va leur demander. Je suis sûr que Citroën ils seront moins difficiles. Mais effectivement ils ont été moins difficiles, donc ils ont changé le coupé en 5 places et puis ça a donné la BX. Non, en vrai je me moque, mais la BX elle a bien marché. Il y a eu des versions sportives et puis toujours la suspension hydropneumatique, donc voilà, ça en fait une bonne voiture. Mais bon, on sent quand même, tu vois, que dans les années 80, les années 90 après par la suite, que la prise de risque sur l'innovation, elle est plus trop là. Tu prends par exemple la X, t'en as une AX ouais, elle va partir à la casse. Elle va partir à la casse, elle a rouillé la pauvre. En fait sur la X ils avaient fait un concept car qui était une monovolume, c'est-à-dire avec le capot dans l'alignement du pare-brise, ce que on a retrouvé après sur la Twingo. Et en fait ils ont fait une étude, ils ont fait un sondage et auprès de personnes, et les gens ont dit non c'est pas terrible, ça va pas marcher, etc. Nous on préfère avoir un capot classique avec un pare-brise à côté. Et ils les ont écoutés. Voilà, sauf que quelques années après, chez Renault, ils ont sorti la Twingo en monovolume et ça a cartonné. Donc tu vois, à mon avis, chez Citroën, ils ont dû s'en mordre les doigts, ils ont dû pleurer, quoi, tu vois. Ou pas, d'ailleurs, parce qu'en fait, ils ont clairement continué à faire les gentils dans les années 90. Après, ils ont évolué sur tellement de concepts qu'ils peuvent se reposer un peu sur leur laurier. Ouais, mais en fait non, parce que l'industrie automobile va tellement vite, donc ils étaient en avance clairement avec la DS dans les années 60-70, mais on sent que depuis le rachat de Peugeot dans les années 70, en fait ils se sont clairement reposés sur leur laurier. Ils ont été plutôt marque suiveuse, voire marque de vieux. C'est pas péjoratif, mais tu vois, dans les années 90 ils sont vraiment rangés, ils nous ont fait des voitures pour vieux avec des voitures en X comme la XM, la ZX. Et mon grand-père en a acheté une ZX. Mon frère en avait une. Voilà, bon, ton frère t'es pas vieux, mais la Xantia, la Xara, la Saxo. Ça fait penser à la Xantia de Caméra Café. Je sais pas si t'as vu. Non, tu vois pas, la Roilier rouge et tout. Ah ouais. La Saxo, Amélie en a une Saxo. La Saxo, Amélie en a une, oui. Tout à fait. Non mais la Saxo c'était un clone de la Peugeot 106, voilà, comme l'était avant la 104 avec la LN. Ils ont aussi lancé leur premier monospace avec l'Évasion 10 ans après le Renault Espace. Ils ont lancé leur premier Ludospace avec le Berlingo avec une porte coulissante à l'arrière 1 an après le Kangoo. Ils ont lancé leur premier monospace compact avec le Xara Picasso 2 ans après la Mégane Scénic de Renault. Donc tu vois, on sent vraiment qu'ils sont passés de l'innovation, genre on s'en fout, on sort, on verra bien ce que ça donne, tu vois, et ça cartonne, à on attend de voir ce que fait la concurrence et peut-être qu'on se mettra sur ce marché. Donc je trouve ça dommage en fait venant de Citroën. Voilà, ils auraient dû se bouger plus le cul en...
je sais C'est pas, bizarre. C'est bizarre comme stratégie, c'est ce je que je te trouve disais dommage off. en fait, réellement, hein, c'est-à-dire que de passer de cette stratégie de marque innovatrice et pour en faire ça, parce qu'en plus ils ont continué dans les années 2000, ils ont même fait pire. Tu prends la C5, Ah oui. la première C5. Burk. Dégueulasse, on est d'accord, oui. Ouais. La C3 pluriel, ça partait d'une bonne idée, tu vois, voiture transformable. Mais en vrai, c'est une galère sans nom au quotidien. Tu sais que j'ai vu sur un site la C6, la C6. La C6, ouais. Ah, Elle a pas marché du tout. Non, alors la 23 C6, 000 exemplaires. C'est pas énorme. La C6, elle avait quelques aspects qui, bon, pourquoi pas, tu vois. Mais ils ont pas été au bout du truc. Donc finalement, c'est pas abouti, ouais. Finalement, 23 000 exemplaires, exactement. C'est pas ouf, hein. La C3, bon, dommage, elle aurait pu être bien, ça avait suivi le concept car qui avait été dévoilé, concept très monospace avec des sièges qui se tournent de Encore la partout, C3, je etc. la trouve plutôt jolie, tu vois. Non, mais elle est pas mal si tu veux. Elle est pas mal, mais elle a rien de. Elle a rien d'exceptionnel. Mais elle est tu vois. jolie, quoi. Elle est spacieuse et tout. Elle est, Ouais. La C2, c'est une C3 raccourcie. La C1, c'est un clone de la Peugeot et Toyota. La C4, c'est une bonne voiture, mais bon, il y a rien de fou. Et puis, comme tu disais, Antoine, hein, la C6, il y a de l'intention, mais bon, au final, on est loin de la créativité de la DS, de la CX et même de la XM au début des années 90, quoi. En 2007. Bien après le RAV4 de Toyota ou d'autres, il y a le premier SUV Citroën qui sort, hein, avec le C-Crosser. En 2008, alors là, les ingénieurs Citroën, ils regardent la C5, ils disent ouais, quand même, on l'a raté. Ils se sont dit merde. Donc effectivement, elle est moche, donc on va en faire une nouvelle un petit peu mieux. Alors la C5, pourquoi j'en parle, la deuxième, c'est parce que ça sera la dernière Citroën à suspension hydropneumatique. Donc en fait, seule en distinction qui restait à certaines Citroën, on n'a plus de musique, hein. Et ça sera la C5 numéro 2. Ça a dû créer un petit peu de nostalgie, j'imagine, tu vois, la fin de la suspension hydraulique chez Citroën, chez les ingénieurs qui se sont dit, tiens, si on ressortait la DS, quitte à en faire une marque de luxe, mais bon, attention, on garde de DS que le nom, hein, on va pas s'embêter à se casser la tête à innover. Ils se sont pas foulés quand même, hein. Et c'est pour ça que depuis, on a la DS3, la DS4, la DS5, la DS7, etc. La ligne DS, on en pense qu'on veut, mais en tous les cas, je pense que du point de vue innovation, une DS aujourd'hui, si on prend exemple la DS originelle, tu vois, au-delà de la ligne, etc., hein, le concept d'innovation qu'avait la DS à l'époque, on le retrouve pas dans les DS, dans la ligne DS aujourd'hui. C'est dommage. On a fait une. Moi je trouve que c'est dommage. C'est une ligne luxe de Citroën, c'est la branche luxe de Citroën, mais on n'a pas l'innovation qui va avec, quoi. Dans les années 2010, ils continuent à faire comme tout le monde, c'est-à-dire à nous sortir des SUV ou à nous faire croire que ce sont des SUV. D'ailleurs, avec les fameux air bump, hein, qui sont des coussins d'air en plastique sur la carrosserie. Ah, c'est dégueulasse. Ouais, des genres d'airbag en fait pour les tôles. Hein, je crois que c'était pour éviter les coups de portière. Là, oui, ce genre de truc. Les 4 aussi. Ouais, ça. Alors t'as ça sur la C4 Cactus par exemple, sur la dernière C3. C'est dégueulasse. Voilà, c'est un goût discutable, mais moi bon, perso j'aime ça pas. fait SUV. Alors après, ça peut t'éviter une bosse dans la carrosserie à cause Ouais. du portière. Oui, mais attends, tu sais, c'est un peu. Alors, je vais te prendre un exemple sur les coques de téléphone. Imagine, tu prends une coque, t'as un super beau téléphone et tu lui mets une coque dégueulasse dessus, mais hyper résistant. T'imagines l'iPhone 10, tu lui mets une coque dégueulasse, quoi. C'est ça, et tu mets une grosse coque, etc. Et tu dis, ouais, mon iPhone 10, comme ça, l'arrière, il sera jamais cassé. C'est clair, il sera jamais cassé, mais tu verras jamais la gueule de ton iPhone 10, tu vois ce que je veux dire. Et enfin moi, c'est après il y en a sûrement qui aiment ça, hein, les airbumps. D'ailleurs, vous pouvez le dire, hein, c'est en commentaire sur Facebook si vous aimez les airbumps. Et moi, je trouve ça pas très beau en vrai. Beau, mais et tu dis oui, ça évite que tu aies une rayure sur ta carrosserie, mais en même temps ta carrosserie tu la vois pas parce que certes, il y a un côté pratique, mais il y a un côté très dégueulasse. On est d'accord. Ouais, personnellement, je suis pas fan. il y a un tablette de chocolat. Ouais, c'est ça. Non, bon, après tout ça, vous trouvez sûrement que voilà, je porte un avis assez dur sur Citroën. Non, mais t'as raison. Tu les assassines un peu à la fin, mais. Mais bon, c'est vrai, j'ai une certaine nostalgie parce que alors j'en veux pas aux ingénieurs, hein, qui doivent avoir la même créativité qu'il y a 50 ans. Je pense que c'est juste l'effet de groupe, les enjeux économiques effectivement qui font que on tente plus le tout pour le tout, tu vois. Aujourd'hui on se réfère à ce qui existe déjà, on suit le mouvement parce que on n'a plus forcément assez d'argent pour investir et se planter. Donc je comprends, tu vois, sauf que voilà, je trouve tellement dommage qu'une marque qui a sorti la traction, la 2 chevaux, la DS arrive aujourd'hui à produire ce qu'elle produit, c'est-à-dire on voit très clairement que dans le groupe PSA aujourd'hui il y a Peugeot qui mène la danse. Et d'ailleurs j'en parlais positivement les dernières fois en disant que voilà, ils font bien le job en ce moment, je trouve, Peugeot. Ouais, et derrière il y a Citroën qui suit, qui a ils ont des modèles. Ils sont toujours en train de peiner encore cette année, je trouve. Ouais, enfin je sais pas, moi j'y vois pas d'innovation quoi, clairement chez Citroën, alors que pour moi ils auraient dû garder. Il y a juste comme tu disais la catégorie DS qui fonctionne bien, je trouve. Qui fonctionne bien, mais voilà, modèle de luxe, mais tu sais, un peu luxe clinquant, etc. Je trouve que
ouais, ça manque d'ergonomie, ça manque de subtilité. Bon, après, c'est un avis encore une fois personnel. Mais s'il y a quelque chose à retenir quand même, pour ces 100 ans de Citroën, on va pas retenir, on va éclipser les 30 dernières années, tu vois, et on va retenir, je pense qu'il y a vraiment des modèles à retenir. D'ailleurs, dans un instant, on va parler de la GS. J'ai un top 9 des gros succès de Citroën. Vas-y, donne-nous ton top 9. Jusqu'à 90. Ouais. Bah après, c'est pas dans l'ordre. Non, vas-y. Donc t'as la 2 chevaux, Ouais. t'as la Citroën traction avant. Ouais, alors, Citroën, la 2 chevaux, plus de 5 millions d'exemplaires vendus. Ouais. Hein. Ouais. La traction avant, c'est 750 000 quand même. D'accord, ouais. C'est pas mal. T'as le type H. Ouais, le fameux combi que l'on appelle, beaucoup l'appelaient le tube. Mais en fait, le tube, c'était une version d'avant-guerre. C'était un fourgon d'avant-guerre. Le premier fourgon chez Citroën, C'était moteur pas les avant, militaires etc. qui l'avaient à l'époque ou les policiers, non? Non, non. Je sais plus. Enfin, il y en a eu dans la police. Après, c'était plus les estafettes pour la police. Mais on a appelé le HY, on l'a surnommé le tube comme en référence à ce fourgon là. Mais c'est pas un tube. C'est pas un tube. Ouais. T'as la Citroën SM. Ouais. Et là, il y a ma préférée, la Citroën DS. Ouais. Citroën que t'as pas osé dire tout à l'heure quand je t'ai demandé. Oui, en parce que 55. je cherchais le nom. Il y a Citroën Méhari. Ouais, la Méhari est sortie en 68, en mai 68. Hein, la Méhari, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais voiture. Je suis pas fan, moi, j'aime pas. Ah, t'aimes pas? Bah ouais, mais voiture quand même révolutionnaire parce que coque tout en plastique, en ABS, avec moteur de 2 chevaux, etc. Voiture de plage, hein, et aujourd'hui qui se revend à des tarifs exorbitants. Mais non, voiture très sympa la Méhari. Bon, c'est pas une voiture de route, hein, clairement, mais c'est vraiment une voiture de plage. Il y a la Diane après. Ouais, Diane qui a été, qui voulait remplacer la 2 chevaux. Alors, ça a été beaucoup moins un succès que la 2 chevaux, mais c'est une voiture qui a fait le job et qui avait qui était peut-être un petit peu trop proche de la 2 chevaux finalement en termes technologiques, mais bon, qui est sympa à redécouvrir aujourd'hui. Et il y a l'Acadiane qui est la version fourgonnette de la Diane. T'as la BX. Ouais. Et la dernière, des années 80. La dernière, c'est la AMI 6 avec 1 million d'exemplaires vendus. Alors AMI 6 qui est sortie dans les années 60, et puis la remplaçante c'est la AMI 8. Ouais, il y en a une à Montluy, une AMI 8. Ouais, bah alors les AMI 6, elles avaient alors t'avais les versions break et t'avais les versions berline, et sur la berline t'avais un arrière, la lunette arrière qui était inversée, tu vois, et on a repris ce concept là que bien plus tard, et encore c'était même pas inversé, mais genre sur l'Avantime de Renault. Mais au début on s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce qu'ils nous ont fait chez Citroën. Ça faisait une sorte de Z à l'arrière, ça n'a pas plu à tout le monde, et beaucoup de gens ont acheté la version break, et c'est pour ça qu'après sur la Mi 8 ils ont mis un haillon, enfin même pas un haillon parce que c'était très classique chez Citroën pour le coup, ils mettaient que des coffres, mais ils ont eu une tombée de arrière qui ressemblait à un haillon et non pas à une lunette inversée quoi. Tant que t'as un moteur, c'est dans Starter. Jusqu'à 21h, c'est Starter sur Indestar. 21h minimum, hein, les enfants, puisqu'on est un petit peu en retard ce soir, et on parle de Citroën, les 100 ans de Citroën. En même temps, comment résumer 100 ans en 20 minutes? C'est compliqué, hein. Alors pas de brève cette semaine dans Starter, par contre une occasion. Starter, le garage. Une occasion Citroën, hein, forcément, puisqu'on fait un 100% Citroën. Et on va parler de la Citroën GS, modèle pas forcément le plus connu, hein, de la gamme Citroën, mais qui pourtant est une vraie Citroën, produite de 1970 à 1980. Elle a pour elle une tenue de route absolument sensationnelle, notamment avec la suspension hydro-pneumatique, un look sympa, un intérieur futuriste. Bon, après on pourrait le regretter, par exemple un coffre qui est pas forcément à haillons, qu'on obtiendra d'ailleurs qu'à haillons que sur la GSA qui sortira en 1980. Et puis le fait que l'hydraulique c'est fantastique, mais que si vous voulez la prendre en occasion, il faut s'assurer qu'elle soit bien entretenue, parce que à refaire un système hydraulique ça coûte cher, et tous les garagistes ne savent pas faire, ça s'use assez rapidement. Donc voilà, c'est génial, mais en même temps il faut que ça soit bien entretenu pour fonctionner. On va vous présenter 3 annonces pour acheter une Citroën GS si vous en avez envie, si vous voulez rechercher une voiture sympa qui est super bien sur la route, super agréable, etc. Avec ce petit côté vintage, mais en même temps pas surcoté, vous optez pour la Citroën GS. Alors, je vais vous parler de la GS Club Break, année 1970, kilométrage 80 000, et elle est le prix pour 3 000 €. J'ai trouvé ça plutôt correct. Ah ouais, voiture en bon état, toujours entretenue, et dort dans le garage, c'est précisé. Elle est de quelle couleur? Pas de précision sur la couleur. Non mais tu l'as vu? Oui, elle était grise, je crois. Ah bon, bah voilà. Ah pardon. Voilà, j'ai annoncé la deuxième. Antoine, t'en as une? Ouais, j'en ai une. Ouais. Donc moi c'est une break aussi de 79. Elle a 2200 €, elle a 50 000 km. Elle est à Loquignol, donc je sais pas C'est ça, l'Oquignol. Au départ j'ai rigolé parce que c'est une blague ou quoi la ville. C'est à côté de l'Oquignol. C'est dans le 59, elle est en bon état. Ok, c'est bien, ça reste raisonnable, hein, 2000 €, hein, vous voyez, c'est tout à fait. Non mais j'aime pas le look moi.
Ah bah oui, mais bon, après... Ça vaut pas une bonne DS. Mais non, mais ça a quand même un petit côté DS en miniature. Et puis t'as tous les avantages de la DS et Alors, c'est bien moins vraiment- cher. C'est vraiment miniature. Bon, quand même. Oh. Allez, je l'année dernière. Alors la dernière, là, c'est la GX X3. Alors je sais pas trop ce qu'elle a de spécial, celle-ci. Elle La est de X3, 1000. elle remplace la X2, la X1, c'est un modèle un petit peu plus perfectionné. Ouais. D'accord. Elle est de 1979, kilométrage 108 600, ça va. Voiture de deuxième main, 4300 €. Et travaux à prévoir dessus, révision mécanique, siège abîmé, corrosion perforante, Aïe. roue avant gauche et sous baguette avant gauche, avant droit, pardon. Ouais. C'est plutôt à restaurer là. Oui, enfin quel prix à restaurer du coup, ouais, mais il y a quelques travaux à faire dessus. Elle est pas chère, j'imagine. Non, bah il met le prix à 4300. Ah ouais, quand Mais, même. Trop cher. Bah, je ouais, pense que c'est à débattre. Après, Ouais, bah j'espère que ça débat oui, parce que par j'espère rapport à aussi, ton ouais. autre annonce, je la Ouais. trouve. Non, ne l'applique pas, Quoi je les garde. Quoi, Je tu les les gardes achète. Je les Ah achète. ok, d'accord. Ah oui. Bah, T'as trouvé ça sur quel ah site oui, pardon. Alors toutes les deux, enfin la deuxième c'est sur lesanciennes.com, l'annonce Ouais. c'est le 298, elle est toujours disponible. Et la première c'est sur Le Bon Coin, 1068. Non, alors il sait pas lire les annonces. Si, Alors la si. première c'est 16 878 et la deuxième c'est 2887. Les podcasts Indestar, toutes vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, sur indestar.fr et sur toutes les plateformes internet.